Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous en arrivons à la chronique 185 et dans cette chronique je vais tâcher d'expliquer un peu ce que aujourd'hui nos élites cherchent à détruire, qui en l'occurrence est l'État-providence. Alors, État-providence ou État social, chacun appelleront la chose comme bon leur semble, ou État socialiste, dont la connotation est effectivement, je le reconnais, plus marquée, plus tracée. Alors, l'histoire de l'État-providence, on peut déterminer sa date au XIXe siècle. On peut dire que les prémices sont au XIXe siècle. À des degrés différents selon la culture économique et sociale, bien entendu, de chaque pays développé. Alors la reconnaissance, je dirais, d'une citoyenneté sociale s'est articulée, voire même s'est faite par des dispositifs légaux. Grosso modo, âge légal, conditions minimales d'hygiène, limitation du temps de travail. Le premier moyen minimaliste de l'intervention systématique de l'État dans le champ, je dirais, social, fut donc d'abord le droit positif. Pour ceux qui sont spécialistes du droit, le comprendront. Donc le droit positif, bien entendu, comme instrument de régulation des conditions de production des problèmes sociaux. Et néanmoins, je voudrais parler de la radicalisation, de la conflictualité sociale qui incite effectivement l'État à mener une action modératrice, sorte de rôle d'arbitre. Alors, il s'intéresse cependant peu aux personnes marginalisées, plutôt prises en charge par les associations qu'on pourrait qualifier de caritatives. Alors, la référence à l'ordre public reste souvent un fondement de la construction progressive de l'État-providence au XIXe siècle, par exemple pour traiter les questions de l'alcoolisme, qui pourrait avoir un impact effectivement sur le fonctionnement d'une multitude d'individus et dont la conséquence serait effectivement catastrophique à long terme d'ordre économique. N'oublions pas, et cela peut-être gêne énormément d'individus, bien que les ultralibéraux l'ont bien compris, l'État-providence est fortement influencé par le marxisme. Il faut noter que les premiers socialistes se référaient peu à l'État protecteur. Marx avait d'ailleurs beaucoup critiqué les hégéliens de gauche qui voulaient construire le socialisme à partir d'un État social, car il les avait prévenus d'une possibilité d'un despotisme, tout en, ma foi, dans ses écrits, de déterminer qu'il faut un socle commun. Alors, quant au premier socialiste, je dirais, on pourrait qualifier de non-marxiste ou peut-être proudhonien ou bakounien. Il se situait plutôt en dehors du système étatique, voire sollicitant des modèles un peu utopistes, tendance anarchiste, ou tout bonnement contre l'État. Ce qu'on voit aujourd'hui chez beaucoup de libéraux, c'est qu'ils ont de commun avec les anarchistes, c'est qu'ils sont contre l'État. Il n'est pas un hasard que beaucoup de trotskistes et d'anarchistes de tout acabit sont passés aux affaires et se sont convertis à l'économie de marché. Mais ça, c'est un autre problème. Alors revenons effectivement à tous ces modèles utopistes, comme le courant par exemple que je viens de citer, proudhonien, de Joseph Proudhon, considérant que l'État n'était pas en mesure de dépasser la confrontation sociale. Alors dans le contexte, je dirais, de la Première Guerre mondiale, les États adopteront des mesures interventionnistes plus actives sur le plan économique ou fiscal, bien entendu. Ils seront maintenus après le conflit au titre de mesures sociales, mais dans cette intervention régulatrice, je dirais croissante de l'État dans le domaine social, qui vise notamment à encadrer les conditions de vie et de production. Et a aussi une dimension, bien entendu, réparatrice. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc des facteurs extérieurs à l'État ont contribué à renouveler les modes de régulation des conditions sociales. Prenons l'exemple, par exemple, les organisations caritatives, souvent confessionnelles à l'époque, tentent à
perdre de l'influence ou à se laïciser au profit des syndicats, organisations plus réalistes dans le monde de l'approche du travail, et des organisations mutualistes ou des mouvements coopératifs, car couvrant une plus large, je dirais, population, puisqu'intérêt commun du fait de la, je dirais, de l'attraction économique. Et surtout, effectivement, nous avons l'apparition du parti de masse ouvrier qui permet de porter la revendication sociale au niveau des institutions représentatives. Alors certains auteurs ont contribué à justifier la création d'un État-providence, régulièrement mis en débat, particulièrement depuis la crise des années 70. Cependant, je voudrais parler dès 1944 d'un certain Karl Polanyi, qui est un socialiste et marxiste, qui a contribué, je dirais, à valider l'idée d'une grande transformation économique qui justifie une protection sociale. Alors les adversaires de l'État-providence, dans une optique libérale, qui ont aujourd'hui triomphé, et dont les peuples se font à travers les outils de haute technologie, je dirais les idiots utiles, considéraient d'emblée que le marché était un phénomène naturel, et un mode d'autorégulation spontanée. Au contraire, Karl Polanyi met plutôt l'accent sur l'absence de naturalité du marché. C'est obscur, froid et très peu humain, bref. Et donc, résultant bien entendu d'une construction historique, d'une évolution. Donc la thèse du marché autorégulateur apparaît comme un processus, je dirais, institutionnalisé, permettant de comprendre que l'économie marchande s'est désencastrée tardivement des institutions sociales qui la contrôlaient. Pire que tout, je dirais, cette économie marchande qui a la finalité d'aller contrôler les institutions sociales pour mieux les détruire. Tout d'abord, en prendre le contrôle, comme un peu aujourd'hui, nos chefs de l'État ne sont que finalement des VRP du pouvoir de l'économie marchande, des banques, des capitaines d'industrie, bref, des oligarques de la finance. Et donc, cette autonomisation de la sphère économique ne relève ni de la restauration d'un ordre, je dirais, spontané, ni d'une nécessité historique, mais constitue un phénomène culturel et politique. Le libéralisme a été investi, je dirais même encouragé par l'appareil d'État. Rappelez-vous la fameuse phrase de Ezra Punt, l'homo economicus, l'homme économique. Calculateur et motivé par le gain, et le produit d'une nouvelle culture politique est apparu au XVIIIe siècle, en opposition à des rationalités économiques encastrées dans d'autres systèmes de valeurs qu'on pourrait déterminer par le concept de la religion, de l'honneur, des principes, de l'ethnie, et même de ce que je pourrais appeler du communisme. Alors l'État-providence apparaît donc comme une volonté de réencastrement de l'économie dans les relations sociales, comme je l'ai expliqué dans mon audio précédente sur l'école de Francfort, l'importance, je dirais, d'un patriotisme économique, et pour que, je dirais, les outils puissent fonctionner, il faut lui donner un cadre. Le cadre, bien entendu, c'est l'État. Alors les trois mondes de l'État-providence qu'on peut essayer de synthétiser, effectivement, l'État-providence a plusieurs significations et labels. Sa réalité recouvre différentes configurations, comme j'ai pu le préciser plus haut. Configurations, bien entendu, que j'appellerais étatiques. Alors, on ne peut, je dirais, donc analyser les évolutions de l'État-providence sans évoquer les différents systèmes et leurs trajectoires qui identifient trois types d'État-providence, et chacun leur logique d'organisation et d'intégration sociale. Leur histoire du développement économique, social et politique, je dirais que ces régimes ont été construits dans des contextes particuliers, des contextes historiques, des trajectoires différenciées, et les processus économiques qui conduisent à un ordre social post-industriel
sont moins déterminés par les forces autonomes du marché que par la nature, je dirais, des États et leurs différences. C'est en cela que l'erreur est commise, c'est qu'on en oublie que l'individu est un être social et un être culturel, comme disait Gramsci. Et je dirais, le concept anonyme du marché euh, est un concept qui finalement est un vêtement que les peuples sédentarisés ont du mal à porter. Alors, bien entendu, les processus, je dirais, économiques qui conduisent à un ordre social post-industriel sont moins déterminés par les forces autonomes du marché que par la nature des États et de leurs différences. C'est pour ça que j'insiste énormément sur cette phrase. Alors, l'analyse de l'État-providence, c'est parce qu'il n'a pas réduit à un ensemble de politiques sociales, mais le définit comme, je dirais, un système d'interrelation entre l'État et l'économie, mettant aux prises, je dirais, normes juridiques et d'organisation sociale. Les différents modèles qu'il présente permettent d'identifier différents types de démarchandisation partielle du travail salarié, correspondant à trois types d'État-providence. L'État-providence libéral, l'État effectivement cher à Adam Smith, qui n'a absolument plus rien à voir avec aujourd'hui l'école de Palo Alto ou même les néoconservateurs américains. L'État-providence conservateur corporatiste, qu'on pourrait qualifier effectivement de dictature libérale, un peu à la Thatcher ou à la Pinochet, et l'État conservateur social-démocrate, à l'allemande. Alors, dans l'État-providence libéral, le modèle représenté par exemple, on va essayer de penser à un État libéral réel et sérieux, le modèle représenté en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, voire même en Nouvelle-Zélande, bref, dans des pays qui sont d'ordre anglo-saxon. L'assistance est fondée sur une évaluation stricte des ressources. Les transferts universels et les programmes d'assurance sociale restent résiduels, hein, comme disait Bush à l'égard en direction de Kerry lors des élections. Nous savons que l'Europe, et particulièrement la France, est à la dimension de la fusée en matière sociale, et nous sommes à la dimension de la calèche. Mais c'est une volonté, ce n'est pas une carence, il faut bien comprendre ça. Alors ainsi, pour revenir à cet État-providence libéral, l'État encourage le marché, la protection sociale, en subventionnant, je dirais, les programmes privés d'assurance ou de prévoyance ne garantissant que le minimum. N'oublions pas que ce sont les fondations, appartenant effectivement à des oligarques, qui garantissent effectivement une certaine dimension sociale. Alors le régime libéral a un niveau de dépenses sociales et d'impôts moins élevé, moins important que les autres régimes, mais pour cause. Alors les transferts financés par les impôts restent modestes, hein, l'assistance n'étant fournie qu'en dernier recours aux personnes les plus démunies qui doivent prouver qu'elles en ont vraiment besoin. Et peuvent finalement au fond être socialement stigmatisées. Alors le marché doit être entravé le moins possible, c'est ce que disait Friedrich von Hayek, bien que son successeur de droit, Milton Friedman, considérait qu'il ne faut aucune entrave au marché, tandis que Hayek considérait que le marché ne doit pas être entravé, mais il doit y encore avoir des règles, des petites règles de régulation. Bien entendu, pour ces libéraux qui ne veulent pas aller trop loin, qui considèrent que le marché doit être, je dirais, ne doit pas être entravé, le moins possible par des interventions de l'État. Alors ce modèle moins redistributif est économiquement bien entendu plus inégalitaire, puisque s'appuyant sur les plus intelligents et les plus forts, les plus malins. Alors les transferts sont principalement orientés vers les personnes en âge de travailler. C'est une des raisons pourquoi les ultralibéraux considèrent que la réussite la plus totale, c'est de faire travailler les enfants. Alors les meilleurs actifs, je dirais les meilleurs actifs d'aide aux chômeurs à trouver un emploi sont importantes. Ce modèle se caractérise par la faiblesse du syndicalisme,
voire son inexistence, et des écarts assez élevés entre les salaires. Bref, pour faire court, une différence entre la richesse, entre les possédants et les démunis, les pauvres et les riches. Alors le second monde de l'État-providence, dit conservateur corporatiste, caractérise des États comme l'Allemagne, l'Autriche, même la France, bien que je mettrai un bémol, la Belgique et l'Italie, marqués par un héritage important d'étatisme, de corporatisme et d'influence aussi bien, pour parler par exemple du CNR, donc des communistes et des gaullistes, également sur un fond de doctrine sociale de l'Église, puisque l'Église catholique a toujours, je dirais, eu un fond social. Je vous renvoie au livre incontournable du marquis de la Tour du Pin, Vers un autre social chrétien. Alors, ces États de tradition conservatrice, ou marqués par le réformisme catholique, ont développé un degré politique social précoce, puisque, pour ne parler de la France, Saint Louis qui fut un roi très social, et l'Église avait cette responsabilité de s'occuper des indigents. Alors, un consensus s'est perpétué pour l'octroi, je dirais, large de droits sociaux. L'impact redistributif y est cependant limité par la préservation des différences de classe et de statut. Les prestations sociales sont dans ce modèle conditionnées par le versement de cotisations prélevées sur les salaires, sorte de solidarité générale. L'Italie, la France et l'Autriche, dans ce modèle conservateur, les bénéfices sont organisés par type de métier. Le corporatisme fut une réponse conservatrice à la fragmentation sociale dans des pays tardivement industrialisés. Et les droits sociaux dépendent de l'appartenance à un groupe professionnel ou à une classe sociale. L'attachement à l'emploi est, je dirais, plus que déterminant pour bénéficier d'une retraite complète dans un régime donné. Alors la protection sociale a ainsi pour effet de préserver et d'institutionnaliser les différences de statut social et de mettre au jour, je dirais, la distinction entre les personnes actives sur le marché du travail, avec ce qu'on appelle l'extension, c'est-à-dire leur famille, et celles qui en sont exclues. Du fait de l'influence chrétienne, les politiques de l'État favorisent les ménages où le père est la principale source de revenus familial. Les obligations familiales pour les femmes mariées apparaissent comme la justification de leurs droits dérivés de leurs conjoints salariés, bien entendu. Malgré un taux de syndicalisation en baisse, les syndicats continuent d'y jouer un rôle, je dirais, important. Il y aurait tant à dire là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Enfin, je dirais, l'État social ou l'État-providence, social-démocrate, le moins répandu, particulièrement illustré de façon idéale typique par les pays nordiques. Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Alors, nations qui ont bien entendu une forte tradition démocratique et du rejet du catholicisme. Pour la plupart, ces pays sont protestants. Et ce sont surtout des coalitions politiques social-démocrates successives qui ont insufflé les principes d'universalisme, de démarchandisation des droits sociaux dans un système, je dirais, où l'ensemble des catégories sociales bénéficient d'un régime généralisé d'assurance et de protection sociale de haut niveau, et qui neutralise le marché et génère une solidarité globale, favorisant effectivement le principal responsable que peut être l'État-providence. Alors les sociodémocrates suédois, je dirais, mettent en place ou inaugurent cette combinaison des droits universels du citoyen avec des allocations élevées, progressives et proportionnelles au salaire, financées par des impôts élevés. Cette volonté de redistribution ainsi que ces droits de protection ont protégé les systèmes sociaux-démocrates de toute remise en cause révolutionnaire, ne permettant pas effectivement une révolte. À la différence des deux autres modèles, ce régime vise le plein emploi et les syndicats forts favorisent des structures salariales homogènes. Il faut savoir que le modèle nordique, notamment la prise en charge par l'État de tous les besoins sociaux, doit cependant être, je dirais, nuancé. Car en effet, de nouvelles formes d'organisation économique et d'institutions de protection sociale ont été créées face aux risques sociaux afin de rendre autonomes les citoyens en leur donnant les outils pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes.
Alors, bien entendu, si mon analyse est assez idyllique, ou pourrait être compris comme étant idyllique, c'est dans les années 70 que les théories de l'État-providence ont été remises en question avec le libéralisme libertaire, convertissant les masses à l'économie de marché par le crédit. Le besoin de sortir de sa classe tout en y restant par un mode, je dirais, de consommation plus élevé. Alors, sur un plan économique et philosophique, parce que pas seulement sur un plan, je dirais, d'ordre pratique, il s'agissait en particulier de contester le modèle keynésien, si opérationnel jusqu'à la fin des années 60. Pierre, par exemple, Rosan-Vallon a bien montré les ressorts de ce déclin en France. Il identifie en 81 quatre crises de l'État-providence. La crise particulièrement financière, où il constate qu'à partir des années 70, un égard croissant, je dirais, entre les recettes et les dépenses sociales, notamment de santé, partout financé par une hausse rapide des prélèvements obligatoires, qu'on pourrait qualifier des impôts, des cotisations sociales. La fin de la forte croissance des Trente Glorieuses, de ce que Kluskar avait appelé les Trente Honteuses, le poids de la montée de la dette et du déficit, de gouvernements de plus en plus irresponsables, voulant être à la remorque des États-Unis, remettent donc en cause le mode de financement de la sécurité sociale. Tout cela est passé, bien entendu, après la disparition du général de Gaulle. Alors l'allongement de la durée de vie pousse tout d'abord l'État-providence à supporter des dépenses de santé importantes. En outre, je dirais que le vieillissement démographique entraîne grosso modo le versement de pensions de retraite croissantes, tandis que l'importance du chômage favorise une forte augmentation des dépenses pour l'emploi et une lutte contre la pauvreté. C'est le moment où on favorise les Golden Boys et on est dans l'amorce d'une, je dirais, délocalisation beaucoup de structures. Alors la réduction du rythme de la croissance économique entraîne, je dirais, un ralentissement euh, général de la croissance des revenus des agents économiques et donc des ressources de l'État prélevées sur ces revenus. Enfin, le système de protection sociale subit la hausse du chômage, donc une diminution du nombre des cotisants, fatalement. Et c'est là où je dirais, les agents subversives du libéralisme rentrent dans la danse pour faire ce que j'appelle une sorte de remake, d'une crise de légitimité. Alors les dépenses de l'État sont devenues de plus en plus opaques, les dépenses sociales sont de moins en moins tolérées car perçues comme un impôt. La crise est aussi idéologique, on emprunte à des systèmes étrangers, ce qui finalement, d'une manière propagandiste, est vendu comme tel, soi-disant fonctionnait, en oubliant, en omettant effectivement que cette, je dirais, comment expliquer cela, que cette espérance de s'identifier à ceux qui sont les grands, je dirais, les grandes réussites, en omettant que pour un de gagnants, 1000 de perdants. Bien entendu, cela a eu des conséquences terribles. Alors la crise, je dirais, est aussi, il faut aussi le mentionner, idéologique. Dans les années 80, des thèses contestant le principe même de l'intervention de l'État, le retour des agents du néoconservateur, de Reagan à Thatcher. Et donc nous voyons effectivement une certaine montée de l'individualisme qui a valorisé le mérite et la responsabilité au détriment de la solidarité. L'État, par voie de conséquence, est contesté dans sa finalité de gestion des problèmes sociaux. Les thèses libérales de Hayek sont relues, réinterprétées, pour dénoncer les méfaits générés par l'État interventionniste et social. Certains y vont même de la propagande pour assimiler l'État français des derniers pays communistes. Les économistes libéraux voient dans la redistribution une dissuasion au travail et à l'abandon de la solidarité civile, au profit d'une solidarité étatique. Ils énoncent dès lors
dans les années 80 l'alourdissement des charges au profit des transferts sociaux, supposés pénaliser la compétitivité des entreprises et donc de l'emploi, qui, dans le même temps, organise effectivement la délocalisation dans des pays plus fragiles, n'hésitant pas à placer des gouvernements de corruption afin de pouvoir, je dirais, mettre une amorce de la guerre des pauvres et de sous-payer, de faire travailler des enfants dans certains pays et de retirer, je dirais, l'activité de travail dans les États dans lesquels, effectivement, ils ont prospéré. Alors, bien entendu, nous sommes également dans le cas d'espèce de ce qu'on pourrait déterminer comme étant la crise de l'efficacité, la troisième crise de l'État-providence, identifiée par, encore une fois, Pierre Rosanvallon, que je vous invite à lire, ces ouvrages qui sont fort intéressants. Et donc, un des objectifs sociaux de l'État-providence, c'est la lutte contre la pauvreté, qui n'a pas disparu au cours des 30 glorieuses, malgré les moyens financiers. Alors, effectivement, elle était moins importante, mais du moins elle était présente. Alors, depuis la crise, de nouvelles formes de pauvreté sont apparues, que l'État-providence est impuissant à faire disparaître, puisque de plus en plus, je dirais, enclavé par des acteurs financiers. Donc la lourdeur de l'État-providence nuit à sa propre efficacité, comme aujourd'hui un petit peu on laisse mourir volontairement le système public pour favoriser le système privé. C'est le cas par exemple de la clinique contre l'hôpital. Alors, selon Pierre Rosanvallon, beaucoup de moyens financiers et humains étaient mobilisés pour des résultats qui n'ont pas été à la hauteur des espérances, et c'est en cela que les autres en ont profité. Les inégalités de revenus se sont accentuées depuis la crise et les individus de la classe moyenne profitent davantage des équipements mis à la disposition de la collectivité, ce qu'on pourrait qualifier comme étant l'éducation, la santé, etc. A contrario, bien entendu, de la classe populaire. Alors nous en arrivons effectivement à une crise philosophique, et c'est finalement cela qui a entraîné le monde dans lequel aujourd'hui nous sommes, et incapable de pouvoir réagir. On peut dire que 15 ans plus tard, Pierre Rosanvallon constatait une crise philosophique de l'État-providence. Deux problèmes majeurs apparaissent, la désagrégation des principes organisateurs de la solidarité et l'échec de la conception traditionnelle des droits sociaux, je dirais même à offrir un cadre pour penser la situation des exclus. Alors l'État-providence s'identifiait à une forme de société assurantielle, or les deux univers de l'assurance sociale et de la solidarité tentent malheureusement à se décupler, voire même, on pourrait même dire, de se séparer. Et tout cela sous l'évolution démographique de la dissociation croissante entre la sphère des cotisants et celle des ayants droit. La connaissance accrue des différences entre les individus et les groupes, l'État-providence traditionnel, État compensateur, qui fonctionne comme une machine à indemniser lors d'un dysfonctionnement passager, de ce qu'on pourrait qualifier comme la maladie, le chômage de courte durée, et n'est pas en mesure de traiter, je dirais, le problème de l'exclusion. Alors, on peut même déterminer que, finalement, tout cela relève des facteurs plus récents d'une certaine inadaptation voulue ou volontaire de ceux qui aujourd'hui sont à la tête de l'État, de rendre inadapté le système afin de justifier des nouvelles mesures libérales. La mondialisation progressive des économies a déstabilisé les économies industrielles traditionnelles et déconstruit la relation traditionnelle entre politique économique et sociale, ce qui finalement peut nous ramener à la problématique du désencastrement que Karl Polanyi avait défini. Les pays anciennement industrialisés ont dû se reconvertir dans des activités post-industrielles fondées sur l'innovation technologique, et les autres qualifications, l'économie de la connaissance et les services à la personne. Alors les protections fondées sur les assurances sociales conçues pour protéger les salariés de l'industrie et en un contrat à durée indéterminée sont peu compatibles avec des parcours professionnels plus mobiles, plus précaires, où les changements démographiques et économiques précarisent même les travailleurs salariés protégés. Alors dans la société, bien entendu, post-industrielle, le travail des femmes se développe.
inévitablement, les divorces augmentent. La fécondité baisse, puisque les gens ont le nez sur le guidon. Ils réfléchissent à deux fois pour faire des enfants. Ou parfois en font un ou deux. L'espérance de vie s'allonge, l'exclusion ne concerne plus majoritairement les personnes âgées, mais aussi les femmes seules avec les enfants et nombre de familles monoparentales. Sans parler des non-diplômés ou sans qualification, les chômeurs de longue durée, les travailleurs pauvres, incapables de pouvoir se loger, et le système de protection sociale subit ces changements démographiques et familiaux. Outre le problème de financement des systèmes de retraite, le vieillissement de la population impacte les questions de répartition du travail tout au long de la vie et l'adaptation des qualifications. Nous sommes effectivement dans un autre paradigme où les changements dans les relations familiales, l'augmentation du nombre de familles monoparentales recomposées, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail perturbe le fonctionnement des systèmes fondés sur le modèle familialiste, je dirais, qui accorde des droits à ceux qui ont une activité rémunérée et aux membres de sa famille. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous pouvons constater, et avec stupeur, que personne ne veut, à proprement dit, réellement apporter, je dirais, une réintroduction de cet état social, et chacun se laisse berner d'illusions en pratiquant la politique du statu quo. Alors, une tentative de refondation d'un État social s'appuie sur l'analyse des processus de transformation de la société du travail, tout d'abord. Et malheureusement, nous n'en prenons pas la route. L'intégration dans le marché du travail s'étant fortement affaiblie, on peut considérer aujourd'hui qu'il n'y a plus de volonté du législateur et de ceux qui sont au sommet, voire même une involonté, puisque eux-mêmes sont, je dirais, les chantres d'un modèle qui n'a pas été une réussite à mon sens aux États-Unis, qu'ils voudraient réintroduire chez nous. Alors, bien entendu, il faut qu'il y ait une conciliation du droit du travail et, je dirais, et de la réalité économique, qui pourrait être un nouvel élément de protection sociale. Or, aujourd'hui, tous ces gens-là veulent détruire la sécurité sociale et le code du travail. On le voit bien, les libéraux compris, et même les extrémistes. Donc, l'État préventif ou l'État investisseur social, certaines préoccupations communes avec l'État social actif. Et, comme le souhait de développer des systèmes de sécurité sociale plus incitatifs, favorables à l'emploi. Et je dirais même qu'il met l'accent sur la lutte contre l'inégalité et sur la nécessité de fournir à tous les moyens. Quel intérêt de créer une masse d'illettrés, de pauvres et de non-diplômés? Car tout cela, bien entendu, à long terme, serait un facteur aggravant sur une nation qui n'aurait même plus, je dirais, le pouvoir de se maintenir dans une dimension de développement. Et par voie de conséquence, finirait par être un pays du quart-monde. Alors, comment, finalement, pouvons-nous essayer de déterminer un état social à travers un prisme de capacité? On peut repenser l'État-providence tout en prenant acte du processus d'individualisation qui caractérise les sociétés développées contemporaines. La Yougoslavie elle-même avait pris acte de cette problématique, mais n'avait pas eu le temps de pouvoir développer, et peut-être aussi le manque de volonté de certains au pouvoir qui préféraient se coucher dans le lit du libéralisme afin de faire des affaires. Alors c'est, je dirais, le sens de la réflexion menée notamment, d'une manière générale, que tout individu doit se poser sur, je dirais, les capacités qu'on peut suggérer, qu'il faut à la fois tenir en compte des réalisations positives concernant le bien-être des personnes et la capacité des choix de ces dernières. On peut même considérer que les individus à s'épanouir en développement les capacités, ce que chacun est capable de faire et d'être, et la politique sociale est donc pensée non plus seulement en termes de protection, mais d'accompagnement, de considération de la capacité des individus, de leur liberté à utiliser leurs biens pour choisir leur propre mode de vie, tout en ayant ce qu'on appelle un sens éthique.
Alors, les individus doivent pouvoir transformer la redistribution en liberté réelle et non pas formelle. Alors, effectivement, comme principe de l'égalité des capacités de base, et non dans la perspective utilitariste de l'égalité des utilités ou celle des biens premiers. La distribution équitable doit porter non seulement sur la liberté formelle des revenus et des ressources, mais des capacités, je dirais, de développer des modes de fonctionnement humains fondamentaux. Ainsi, les populations pauvres, car déficitaires en biens premiers, ce que je pourrais qualifier comme étant des revenus, peuvent présenter également des conditions d'âge, des handicaps, ou même de santé, qui leur rendent plus difficile la conversion des biens premiers en capacité de base. Ni les biens premiers, ni les autres ressources ne peuvent rendre compte de la capacité dont jouit effectivement une personne. Alors les individus n'ont pas les mêmes je dirais, les capacités à transformer un revenu en bien-être. L'analyse des inégalités doit être réalisée à partir d'un ensemble d'indicateur multidimensionnels qui mesurent la capacité de chaque individu à fonctionner bien entendu en société. Et le bien-être individuel n'est pas réductible à un indice de revenu. L'approche par les capacités interpelle les acteurs pertinents sur certains problèmes ignorés, je dirais même par les approches traditionnelles du type PIB par exemple par habitant. Cette approche encourage le développement de nouveaux indicateurs, en particulier l'indicateur de développement humain, et dont effectivement peut contribuer à une élaboration d'un développement humain. Alors, bien entendu, multitude, je ne suis pas non plus un pessimiste, je pense que beaucoup d'alternatives sont à l'étude, d'une réintroduction d'un État social. On le voit en Russie, par exemple, qui est quand même, cela foisonne beaucoup au niveau de l'université de Moscou, d'essayer d'associer ce qui a été positif en Union soviétique et de ce qui est positif dans le monde, je dirais, dans le monde actuel, tout en ne reniant pas, je dirais, le message du patriotisme russe. Bref, nous n'avons pas compris que l'État c'est nous et qu'il faut se réapproprier. Alors, il faut bien entendu ne pas hésiter aujourd'hui, parler de renouveau de l'État social, c'est d'abord repenser la question de relégitimisation de l'État dans le contexte de l'Europe ou du monde tel que nous vivons aujourd'hui. Et des politiques publiques, des allégeances institutionnelles, plus généralement, de prendre en compte cette mondialisation qui de toute façon aujourd'hui est inévitable et qui effectivement nous impose par sa puissance à trouver des alternatives. Alors effectivement, nous en avons eu un bel exemple sur le rôle de l'État dans le domaine économique et social, et surtout face à la crise des subprimes de 2008 qui avait relancé le rôle de l'État, au moins provisoirement, y compris dans le domaine de ce que j'appelle financier et budgétaire. Car c'est là le grand paradoxe, comme disait le responsable de la Bundesbank quand il a été s'entretenir avec Nicolas Sarkozy. Il a dit c'est quand même, tu n'as pas subi énormément la crise des subprimes car tu avais encore des reliquats de l'État-providence qui t'ont permis de pouvoir éviter la banqueroute. Or aujourd'hui, dans cet État-providence, nous sommes dans l'obligation de réintroduire une nouvelle notion qui est effectivement, je dirais plus généralement, cet indice de la mondialisation accélérée. Et en cela, on ne peut pas malheureusement y aller contre. Alors, bien entendu, de ce fait, l'évolution de l'État-providence connaît ce même paradoxe pour la question sociale. Le besoin d'État passe aussi par le recours à des politiques dites actives, ou des préventions, voire de désengagement selon une logique d'État stratège, et non plus des hommes politiques étant simplement dans la communication, mais des hommes politiques étant dans l'action. Bien entendu, il faut être impliqué dans la réalisation des politiques sociales. Si, je dirais, l'État social, notamment dans sa déclinaison écologique, peut avoir un bel avenir, il ne semble plus avoir le monopole de la mission de protection sociale, qu'il est amené à assurer par des partenariats
public, voire même privé, bien que je reste assez méfiant vis-à-vis des partenariats privés, qui de plus en plus réagissent comme des conseils d'administration, avec ce que je pourrais considérer effectivement comme les découpes sociales, avec réduction, puisqu'ils sont là pour faire du fric et non pas pour apporter un intérêt, je dirais, public. Alors en définitive, on peut dire que l'État-providence semble, ou l'État social semble toujours discuté, hein. Crise dans les années 70, évidée par les tendances sociales libérales, il semblerait renaître de ses cendres par la volonté, effectivement, et la prise de conscience d'une bonne partie de la population qui, effectivement, vit de plus en plus dans un état de pauvreté active, et semblerait renaître de ses cendres sous des formes qui ont paru minimiser le rôle intrinsèque de l'État, avec l'État social actif, ou atténuer sa dimension proprement sociale avec l'État social écologique. Certaines réflexions libérales, je dirais récentes, considèrent même qu'après la succession de 3 modèles étatiques, celui de l'État numérique succéderait à l'État-providence. Et c'est en cela que la grande crainte, puisque ceux qui sont dans cette dimension-là ont très peu de considération vis-à-vis de l'individu. Donc voilà, c'était une petite analyse sur l'État social. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.